Bienvenue si vous nous rejoignez dans le mini-mag de la lettre de l'acheteur en partenariat avec placedelabourse.fr. On va tout vous dire sur l'actualité des matières premières, de leurs cours et du monde agricole. Nous recevrons aussi Alexandre Villequens, consultant analyste marché des grains chez Agritel. Nous retrouverons également Mathieu Driol pour son analyse technique et ses comos. 3 sujets à retenir donc, et on commence par l'opération séduction de Vladimir Poutine envers les pays africains. Des céréales gratuites dans les mois qui viennent, c'est ce que le président russe a promis à 6 d'entre eux. Une livraison annoncée à l'occasion du sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg et une déclaration sous forme d'affront aux sanctions occidentales. Concrètement, 25 000 à 50 000 tonnes de céréales seraient offertes au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, à la Somalie, à la République centrafricaine et à l'Érythrée. Focus à présent sur une étude choc, celle de Famille Rurale. Selon cette association de défense des consommateurs, manger 5 fruits et légumes par jour coûterait entre 134 et 241 € mensuels pour une famille de 4 personnes, ce qui représente 10 à 18% d'un SMIC net. Une envolée que déplore bien évidemment Famille Rurale, qui pointe encore l'augmentation de 16% du prix des fruits et légumes sur un an. Dans le détail, le panier de fruits issus de l'agriculture conventionnelle a pris 14% et 8% en bio. Le panier de légumes, lui, a enflé de 17% en conventionnel et 15% en bio. Famille Rurale appelle les pouvoirs publics à l'action, notamment concernant une meilleure régulation des marges, le système actuel pénalisant, selon elle, autant les consommateurs que les producteurs. Des détails évidemment à retrouver sur la lettre de l'acheteur. Et enfin, une mauvaise nouvelle pour tous les accros au chocolat. Il va falloir bientôt débourser plus pour assouvir votre petit plaisir. Les cours du cacao subissent en effet une envolée qui va prochainement se traduire par une flambée des prix des tablettes et autres produits cacaotés. La raison en est simple, la Côte d'Ivoire a suspendu la vente de ses contrats d'exportation d'or noir à cause d'une météo défavorable. Une situation climatique inquiétante pour le premier pays producteur de cacao au monde qui va démarrer sa récolte principale en octobre. La Côte d'Ivoire redoute les conséquences de pluies diluviennes ayant entraîné une pourriture brune sur les plants. Résultat, un risque de production inférieur à la demande mondiale et des risques économiques aussi évidemment pour la Côte d'Ivoire dont le cacao est le fer de lance puisque 14% de son PIB en dépend. Voilà, c'est tout pour l'actu. On va marquer une pause et on se retrouve juste après pour l'interview. Vous êtes bien dans le mag de la lettre de l'acheteur, on va parler agriculture et nous recevons Alexandre Villequens. Bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Vous êtes consultant, analyste marché des grains chez Agritel et on va évoquer avec vous tout d'abord la suspension de l'accord sur les céréales ukrainiennes par la Russie, décidée il y a une dizaine de jours après un an quasiment de mise en œuvre. Alors on aimerait savoir si cela vous inquiète. Ouais. Exactement, alors pour remettre un petit peu en perspective, on avait des cours l'année dernière qui étaient autour des 430 € par tonne au plus haut sur le blé Euronext. Alors à ce moment-là, on n'avait effectivement pas d'exportation de la part de la Russie, etc. À partir du moment où on a parlé des rumeurs justement de ce corridor, on a des cours qui sont descendus jusqu'à 350 € par tonne. Et à partir du moment où ce corridor a été mis en place maintenant en juillet 2022, on a des cours qui sont descendus au fur et à mesure jusqu'à 220 € par tonne. Donc aujourd'hui, avec la suspension de la sécurité des bateaux de grains dans la mer Noire par la Russie ces derniers jours, nous avons des cours qui ont rebondi jusqu'à 250-260 € par tonne. Donc tout ça pour dire que l'année dernière à cette date, on était autour des 350 € par tonne. Aujourd'hui, on reste autour des 250 € par tonne. Donc la situation n'est pas exactement la même. Donc pourquoi cette situation n'est pas forcément la même? D'une part parce que les Ukrainiens se sont
plutôt préparés, plus ou moins préparés à cet arrêt de ce corridor. Tout le monde a bien anticipé. Exactement. On a des flux qui ont été développés, c'est-à-dire des flux routiers, des flux ferroviaires, donc des flux logistiques qui ont été davantage développés. Et puis un autre flux qui a été bien augmenté, c'est le flux qui transporte des grains via le Danube, donc le fleuve ukrainien du Danube, qui au début du conflit transportait environ 20 000 tonnes de grains par mois, et aujourd'hui on est à près de 2 millions de tonnes par mois. Donc ça, c'est l'alternative, le passage par le Danube. Exactement, c'est une des alternatives qui a été mise en place par les Ukrainiens. Et certes, la fermeture de ce corridor apporte des incertitudes, apporte des inquiétudes sur le marché. Donc qui dit incertitude et inquiétude dit fermeté sur les marchés. Mais par contre, on a des alternatives aujourd'hui et on ne peut pas dire que les exportations ukrainiennes sont totalement arrêtées. Donc est-ce que c'est la raison pour laquelle le rebond des cours ne soit pas si marqué? Exactement, on le voit, hein, on a des cours qui sont remontés de 20 à 30 euros sur les 2 dernières semaines. On n'exclut pas d'aller plus haut si jamais il y a des infrastructures logistiques qui sont de nouveau touchées, donc dans la région d'Odessa, même si on en parle un petit peu moins, mais aussi du coup les infrastructures logistiques qui ont été mises sur ce fleuve du Danube. On n'exclut pas cette nouvelle hausse, mais aujourd'hui, on va dire que la tension, à l'heure où on se parle avec les éléments qu'on a, reste plutôt limitée, on va dire. Mais donc comme c'est évidemment une situation très évolutive du fait des caractéristiques de ce conflit, quels seraient le pire des scénarios ? Dans les pires des scénarios, ça serait justement que ce flux du Danube soit arrêté. Effectivement, on l'a vu en début de semaine, on a eu des ports de Reni, qui est le port de Reni qui se situe sur le Danube, qui a été finalement bombardé. On a eu des flux qui se sont arrêtés lundi et directement on a eu un impact sur ces marchés agricoles. Donc ça pourrait être, on va dire, la pire situation pour les exportations ukrainiennes. Maintenant, à travers le monde, on a aujourd'hui d'autres pays qui peuvent, on va dire, venir en soutien ou compenser en partie ces pertes de céréales ukrainiennes. Quel regard portez-vous, on en parlait tout à l'heure, sur j'allais dire la promo, mais c'est carrément, Vladimir Poutine annonce il y a 2 jours qu'il va offrir un certain nombre, des dizaines de milliers de tonnes de céréales à 6 pays africains. C'est une opération séduction ou comment vous l'interprétez? Effectivement, il est un petit peu dans son rôle quand il parle de cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de stocks qui se situent en Russie. On a la Russie qui a bien axé son développement sur l'agriculture justement et une production de blé en Russie qui continue d'augmenter. Donc aujourd'hui, on sait que beaucoup de stocks se situent en Russie. Donc il veut écouler ses stocks. Hein. Il veut écouler ses stocks, ça fait aussi partie intégrante de son économie. Le blé représente une bonne part de l'économie russe aussi. Et par cette déclaration, il veut un petit peu se mettre en avant en disant que aujourd'hui les Européens n'ont pas approuvé les demandes de la Russie. Donc il veut un petit peu passer la faute sur les Européens ou les Américains dans ces déclarations. Et peut-être étendre aussi son influence, évidemment, en Afrique. Exactement, exactement, oui. Alors on va passer à notre agriculture, l'agriculture française. Certains estiment qu'il n'y a pas eu de crise agricole en 2022, que la France n'a pas eu à subir de crise dans ce domaine suite à la guerre en Ukraine. Est-ce que vous souscrivez à ce postulat ? Alors effectivement, il y a eu pas mal de discussions à ce sujet. Pour remettre encore en perspective, on a effectivement eu des prix des grains qui ont bien augmenté. Le prix du maïs, le prix du blé, du colza ont augmenté suite à ce conflit en Ukraine. Donc il y a eu forcément des ventes des agriculteurs qui se sont faits sur des prix un petit peu plus importants. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que tous les grains
qui ont été vendus par les agriculteurs se font au fur et à mesure de l'année. Donc les agriculteurs n'ont pas vendu toute leur production au plus haut ni au plus bas dans le cadre de la gestion de risque justement que nous faisons chez Agritel. Et il faut bien comprendre aussi que certes les grains ont augmenté, mais on a aussi les engrais, les énergies qui ont augmenté, c'est-à-dire l'électricité, le gaz. Donc il y a eu des coûts de production sur la production de blé finalement qui ont aussi augmenté. Et ça c'est pas forcément négligeable. Dans le cadre de nos équipes chez Agritel Argus Media, on a justement essayé de calculer un petit peu un coût de production pour une tonne de blé en 2023. Donc pour produire une tonne de blé en 2023, il a fallu acheter l'engrais bien en avance, c'est-à-dire à l'été 2022, au moment où les prix du gaz ou les prix des engrais étaient au plus haut. Ouais. Donc on a des coûts de production qui sont tout de même élevés sur la récolte 2023. On parle donc sur la ferme France, donc c'est un point de vue global. Forcément, chaque structure a son coût de production, mais on parle de prix d'environ 240 à 250 euros par tonne pour la production d'une tonne de blé. Donc aujourd'hui, on revient finalement sur ces niveaux-là en termes de marché du blé. Donc on ne peut pas forcément dire que les marges des agriculteurs ont été très élevées cette année. On va terminer avec le blé et faire un point sur la récolte. Pouvez-vous nous dire à quoi faut-il s'attendre du côté des chiffres ? Oui, exactement. Alors, dans le cadre de notre équipe chez Argus Media France Agritel, on a réalisé une enquête justement cette semaine auprès de l'ensemble de nos clients qui sont présents à travers la France et qu'on remercie d'ailleurs. On a estimé justement cette production de blé, cette production française de blé à 34,8 millions de tonnes. Alors, pour remettre un petit peu en perspective, au mois de mai, voire début juin, nous partions sur une récolte qui était très satisfaisante. On a eu des conditions hivernales qui ont été plutôt encourageantes, des conditions plutôt humides au printemps, et on partait quand même sur un potentiel de rendement qui était plutôt humide. On a plutôt ressenti la sécheresse. Alors il y a eu des épisodes de sécheresse effectivement sur le début de l'année. Par contre, on a eu quand même des précipitations qui ont été plutôt régulière finalement sur le mois de mars, avril, mai. La sécheresse a plus été sur le tout début de l'année en janvier. Donc finalement pas d'impact sur les volumes à attendre. C'était le cas sur la première partie du cycle de production. Il y a eu davantage de problèmes justement sur le mois de juin où on a quand même perdu du potentiel de rendement et alors que les estimations partaient initialement au début du mois de juin autour de 36 voire 36 millions de tonnes, on a progressivement réduit ce potentiel de production pour aujourd'hui être même en dessous des 35 millions de tonnes. Donc comme je vous le disais, à 34,8 millions de tonnes selon Agritel. Donc une baisse de la production. Exactement. Une production qui, quand on regarde l'historique, reste, on va dire, plutôt correcte, mais qui peut paraître décevante par rapport aux estimations que vous pouvez avoir un mois auparavant. Merci beaucoup Alexandre Wilkens de nous avoir accompagnés ce matin. Je rappelle que vous êtes consultant, analyste marché grain chez Agritel. Merci à vous. Merci à vous. À suivre la Como du jour avec Mathieu Driol. À tout de suite. Et c'est l'heure de retrouver Mathieu Driol pour sa Como du jour. Bonjour Mathieu. Bonjour Roselyne. Vous êtes analyste senior chez Day by Day et vous allez d'abord nous parler des cours de l'huile de soja, soybean oil. C'est une progression, hein, c'est ça récemment ? Très, très notable, notamment depuis le petit excès baissier sous la moyenne mobile à 200 périodes qui a permis de former un support fort aux alentours des 45 points. C'est un rebond qui prend réellement une ampleur par sa vitesse et au final, il prend tout de même le temps de construire des petits soutiens intermédiaires. Hein. Donc c'est parfaitement notable. En fait, dans une construction, c'est quand même un mouvement rapide, propre, ample, qui
franchit les résistances, qui construit des supports. Donc ça semble être quelque chose de durable. On a une sorte de véritable tournant là avec le débordement récent de 67, on va dire, un précédent sommet dans la phase de correction. Les cours se dirigent vers le sommet un peu plus fort aux alentours des 74,50. A priori, vu la puissance de cette reprise, c'est une véritable tendance haussière qui semble redémarrer. On avait un mouvement haussier, grosso modo, de 2020 à mi-2022, une longue phase, plus d'un an de correction et une tendance haussière qui semblerait reprendre sur l'huile de soja. Donc à terme, c'est le débordement de 74,50 qui est probable pour viser le niveau de sommet atteint en 2022 vers 87,65 en termes de soutien. Le tout premier niveau se situe à 60,11. Et on va faire un second coup de projecteur, Mathieu, sur Soybean Meal, à savoir le cours du tourteau de soja qui ont dérapé le mois dernier. Oui, alors c'est un peu moins fort en fait l'évolution, on le voit d'ailleurs à la pente de la moyenne mobile à 200 périodes qui est certes toujours haussière mais quand même avec une pente beaucoup plus réduite. Par contre graphiquement le support majeur à 387,40 testé il y a quelques semaines de cela a lui aussi provoqué une nette réaction haussière. Alors pour l'instant ce que l'on peut dire c'est que les cours évoluent dans un range entre ce support majeur et la zone des sommets entre 2022 et 2023 aux alentours des 485. Cette zone de résistance majeure devrait donc être rejointe à terme d'ici à quelques semaines. Ce n'est que le franchissement de cet obstacle qui réactiverait complètement et qui validerait la mise en place d'une nouvelle phase d'impulsion haussière comme on a pu le voir fin 2021, début 2022. Un net mouvement qui avait fait passer les cours de 310 à 480. Soit 170 points de hausse, a priori ça serait pour répéter ce mouvement-là depuis le point bas, donc 170 points de hausse ajoutés à 387, ça envoie les cours sur la zone de résistance majeure vers 550, ça c'est pour les perspectives à un peu plus long terme. Merci beaucoup Mathieu Driol pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes analyste senior chez Day by Day. Merci à vous d'avoir suivi le MAG de la lettre de l'acheteur. On vous souhaite de bonnes vacances et on se retrouve le 21 août avec Louis-Antoine Michelet.